L'explication, du texte d'Annie Ernaux, d'abord, n'était évidemment pas simple parce que comme toujours chez Annie Ernaux, tout est très resserré. Le maillage du texte est extrêmement resserré et par exemple, dégager des mouvements de texte n'est pas si simple, parce que, oui, c'est la densité, en fait, qui fait la difficulté, je trouve, du style d'Annie Ernaux. On a, tel que le texte était découpé, on peut quand même voir, quelques moments se dégager, quelques inflexions. D'abord, bien sûr, la mise en place, la situation de déception, hein, de platitude domestique dans la vie de la jeune femme en ménage, la protagoniste de notre histoire. Ça irait de «À toi d'apprendre, ma vieille». Hem, alors peut-être la question elle est là, oui, bon, admettons, parce que là aussi dans le détail, ce serait plus compliqué, mais admettons que cette phase-là dure jusqu'à, «Il fallait changer». Donc c'est vraiment un gros tiers, du texte en fait qui est les tiers sont inégaux parce que là, ce 1 mouvement est quand même très important. De «À la fac en octobre», jusqu'à, «D'être une braque». Non, même pas, un peu avant. Jusqu'à «Femme mariée», pardon. Donc on a 2 lignes sur, la la sortie du foyer avec cette parenthèse qui n'est même pas salvatrice, à l'université, où on tombe sur des femmes qui devraient faire partie du même groupe social, être un recours et en vérité, elles ne sont d'aucun secours pour la protagoniste et retour à la cuisine avec, l'homme qui mange et qui est content. Donc le texte revient au point de départ sur les dernières 2-3 phrases. Hem C'est ça un homme qui bouffe, hein, et pas de yaourt et un thé, il s'agit pas d'être une braque. Alors jour après jour, des petits pois cramés en quiche trop salée jusqu'à la fin du texte. On est au retour dans la cuisine, impression de circularité et de bon voilà, de vie très claustrophobique. Heu, donc presque ça correspondrait presque aussi à une forme de réduction du texte. Ce qui est frappant, c'est que le premier mouvement est le plus important, le deuxième avec les femmes à la faculté qui ne sont d'aucun secours fait combien? 3-4 lignes et puis on a 2-3 lignes seulement sur le retour à la cuisine. Donc d'un côté, on a l'impression qu'on revient au même, mais en même temps, entre-temps, on a déjà perdu en combativité, en tout cas en apparence. L'héroïne continue d'être, atrophiée, écrasée et ça se réduit, le dernier mouvement à 2 lignes à tout casser. Bon, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'aller au-delà de la première lecture. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs strates dans ce texte. Donc on a l'impression d'une, évolution vers le pire, d'une descente, d'un effet de chute réellement, hein, jusqu'à «Je me sentais couler», tel que j'ai découpé le texte. Je pense que c'est la première lecture de ce texte, l'histoire d'une déchéance, d'une atrophie par, la vie de couple qui broie, l'héroïne et surtout les demandes sociales très puissantes qui empêchent cette jeune femme, de se réaliser puisqu'elle est de toute façon soumise aux devoirs traditionnels d'une femme qui se met en ménage. Alors là, on a plein de évidemment, on a tout ce qu'il faut pour corroborer cette hypothèse qui serait donc la lecture satirique du texte. Satire de la vie moderne, satire de la société de consommation et plus encore, satire, d'une certaine image du couple. On pourrait imaginer qu'effectivement, si la princesse de Clèves avait épousé le duc de Nemours, bon voilà, si on se retrouve à à ouvrir des bocaux et des boîtes de petits pois, là, il y a quelque chose un peu de d'Andy Warhol, quoi. L'accumulation qui se retrouve dans les effets d'énumération, la lourdeur du style, la brutalité évidemment des phrases, averbales. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des effets de condensation, fulgurance, par exemple, le repas corvée, là, la nourriture corvée, la nourriture surprise, c'est ces effets d'attributs, intégrés. Nourriture qui vaut pour corvée, nourriture qui me fait l'effet d'une corvée, nourriture qui ressemble à une corvée, nourriture qui, voilà, fonctionne comme une corvée. Évidemment, il y a ellipse et ça devient juste nourriture corvée. Il y a prend même pas la peine du tiret entre les 2 mots. Cette impression de mot-valise qui, en fait, relève d'un processus d'expansion du nom, s'appelle donc un attribut intégré. Bon, et ça, Annie Ernaux le reproduit à 3 reprises dans le texte. Des impressions de déjà-vu aussi, puisque donc nourriture est repris et scandé. Qu'est-ce qu'on a qui alourdit le style? Bien sûr, la dégradation du langage, en tout cas du niveau de langue plus précisément. Quand on parle de braque, d'emmerdeuse ou paumée, on est quelque part entre le langage, populaire et le langage vulgaire. Hem, Ça, c'est une concession qui est faite à la médiocrité du quotidien, bien sûr. OK. Si on va au-delà, alors qu'est-ce qu'on a encore peut-être aussi? Quelques participes passés passifs aussi. Donc les petits pois, ils sont cramés, la quiche, elle est salée, l'intellectuelle, elle est paumée. Bon, on a une série en fait de participes passés passifs. Super. C'est quand même pas mal d'indices qui corroborent cette lecture d'un texte, satirique. Deuxième lecture, ce qui est quand même ou plutôt si on intègre les failles ou les dissonances ou les choses inattendues de ce texte,
On a aussi, au milieu des énumérations pesantes, malgré l'accumulation de logiques légumières dans le texte, hein, c'est-à-dire qu'on commence par les conserves, les bocaux, et on termine par les petits pois ou la quiche. Bon, tu parles d'une évolution. On confirme évidemment la trivialité. Bon, super. On accumule la bouffe, on déborde, on sature de bouffe. Et là, il y a quelque chose d'un peu de Pérec, quoi. C'est les choses, mais vraiment mal digérées. Les patates à éplucher, etc. Tout le texte est parcouru. Il y a une sorte de terrible logique où on a plus de nourriture que d'humains et de rapports interhumains, quoi. Bon, très bien. Malgré ça, dans ces énumérations ou ces saturations du texte, on a bagatelle. On a aussi des moments, on a la bruyère avec la culture. Pourquoi dire que je travaille la bruyère? Je travaille les moralistes, je travaille mes textes, je travaille mes, je ne sais pas moi, mes devoirs. Il y avait d'autres manières de dire. Non, la narratrice a besoin qu'on entende la bruyère. La bruyère, le moraliste, celui qui crée les caractères. Curieux, hein, quand même, ce moment qui relève le texte vers une considération, évidemment, sur la norme et la société, quoi. S'il y a bien quelqu'un qui a travaillé sur ce qu'on doit à la société, c'est bien la bruyère. Intéressant quand même, ce besoin de le dire. Et aussi, moment de poésie, disais-je, quand on a quand même, moi ça m'interroge beaucoup cette formule. Je vais retrouver ça. Où est-ce qu'elle est cette formule? Elle est au premier tiers du texte. L'écume d'un ressentiment mal éclairci. C'est quand même curieux, cette double métaphore, l'écume. Donc on a une métaphore maritime, d'un ressentiment, donc dans le complément du nom, deuxième métaphore, mal éclairci. Et là, on a le dégagement du ciel. Donc, on a une métaphore céleste et une métaphore, marine. C'est curieux quand même, ce cumul de deux éléments fondamentaux pour nourrir le troisième groupe, hein, puisque ce sont des allusions, des remarques acides, l'écume de ressentiment mal éclairci. Donc, au milieu de l'amplification, plutôt au terme de l'amplification, l'écume de ressentiment mal éclairci, on a cette façon de se raccrocher à la poésie, et en particulier à quelque chose d'assez normand, je trouve, dans l'inspiration. Comme si on se raccrochait à un fondamental pour elle, qui était fait de tout ce qui la constitue. Très curieux, hein, ce moment de littérature, de culture, et aussi d'image poétique. Alors que tout le reste est tellement trivial, tellement plombé, ou plombant, tellement saturé, tellement lassant, tellement répétitif, tellement vulgaire. Donc ça, c'est une deuxième anomalie du texte. Troisième anomalie, ah oui, j'ai oublié évidemment les négatifs, ça aussi, voilà, qui corroborent la première lecture, hein, malhabile, qu'est-ce qu'on a, des affixes, là, flemmarde, on a le suffixe évidemment négatif, bon, bref. L'effet de chute avec coulé à la fin, qui est la fin de l'extrait, bon, super. Et ce qui est frappant, donc, disais-je, c'est que malgré tous ces indices très négatifs, on a de la culture, on a de la poésie, on a aussi, c'est quand même très curieux, beaucoup de sentiments. Donc, on a qui traverse le texte, pas que des bocaux, des petits pois, etc. Mais on a aussi quand même le doute. Alors, on a double champ lexical qui, lui, est très humain. C'est-à-dire le doute, on a pensé. Donc, on a tout ce qui est de l'ordre s'interroger, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion rationnelle. Et on a aussi se plaindre. On a... qu'est-ce qu'on a encore? Se plaindre, il y en avait un autre aussi. On a plénitude. Donc, on a quand même une réflexion sur le bonheur qui s'esquisse. Pardon. Le rire, la liberté. Bon, on a des notions à la fois philosophiques, regret, regretter. Donc là, on revient sur l'affectif. Pardon. Je serais m'étouffer. Et qu'est-ce qu'on a? La joie, bien sûr, à la fin du texte. C'est très curieux qu'on ait donc aussi en surimpression de la cogitation, de l'intellect, de la philosophie, avec des grandes questions philosophiques qui traversent le texte, problème, liberté, etc. Mais aussi plaindre, plaisir, joie, c'est-à-dire le sentiment, l'état d'esprit. Très curieux. Donc on a aussi des antidotes puissamment humains dans le texte qui transparaissent, qui parcourent le texte. C'est très curieux, c'est l'âme de fond là, lexicale dans le texte. Et puis, en fin de texte, où on est quand même en train de signifier par le verbe couler qui clôture la phrase. Couler étant transitif, on n'entend plus que lui, il n'y a même pas de complément derrière, qui pourrait nous distraire. En fin de texte, très bien, et il se trouve que c'est en fin de paragraphe, hein, pour qui connaît le récit publié, si on prend la totalité de l'œuvre. Il se trouve que là, on est quand même en fin de paragraphe. C'est pas la fin du texte lui-même, mais la fin du roman, pardon, enfin du récit, excusez-moi, mais c'est quand même la fin du paragraphe. Donc on est bien à une fin de quelque chose. On entend bien à cette fin le verbe couler qui résonne. Mais moi, on a quand même un verbe
transitif. Alors là, on me dira, oui, mais le transitif, c'est à la fois sujet-objet. Très bien. Pas transitif, décidément. Le pronominal, je me trouve. Non, décidément. Décidément, ce soir, ça veut pas. Pardon. Moi, je me sentais couler. Je me sentais couler. Bon, d'accord, un pronominal. Pronom réfléchi. Je, sujet, je sentais quoi? Moi, couler. Donc là, on a l'objet. Je suis à la fois sujet-objet. On pourrait raccrocher ça au problème d'identité de l'héroïne, qui veut exister, mais qui est quand même prise dans ce que la norme lui fait vivre. Donc elle est objet de la norme et de la société, et des injonctions de la société, mais elle essaie d'être sujet quand même d'elle-même par le plaisir, par la pensée, par la culture. Ça, c'est quand même ce qui la constitue. Et moi, je, surtout. Moi, je. Donc là, elle a quand même 3 fois la première personne. Moi, je me. Le pronom, évidemment, emphatique. Je, pronom sujet. Me, santé, pronom complément. Me. C'est-à-dire que dans la phrase, on est censé couler, on n'a jamais autant existé. Ça interroge aussi. Et ça oblige quand même à une relecture rétrospective du texte. Ce qui s'ajoute à d'autres indices, on l'a dit, qui venaient heurter de plein fouet les nombreux indices, effectivement, négatifs. Donc on pourrait dire qu'on a un premier niveau saturnien qui plombe évidemment la vie de l'héroïne. Donc les préfixes, découragement, qu'est-ce qu'on a encore flemmarde, le suffixe négatif. On a les participes passés passifs, on a la vulgarité, on a les phrases averbales expédiées en 2-3 coups de cuir à peau, on a les moments évidemment très vulgaires ou familiers. Formidable. Les phrases averbales, ou en tout cas les propositions averbales qui montrent que le style est très court-circuité et rapide. On a des effets de collision de termes qui donnent lieu à des impressions de mots valises, qui n'en sont pas exactement grammaticalement, mais l'idée d'un court-circuit un peu brutal. Super, super. Deuxième niveau, au-delà de ce niveau saturnien, on pourrait se dire le niveau presque lyrique en tout cas. Et c'est vrai qu'on peut, enfin en tout cas le niveau, avant même d'en arriver là, la réflexion, la pensée et le sentiment, les sentiments qui traversent l'héroïne. Et il y en a quand même pas mal. Et troisième niveau, effectivement, c'est le problème du sujet, la permanence du sujet. Et du sujet, moi, je me. Et là, ça pose quand même la question, évidemment, est-ce que c'est le verre à moitié vide? Est-ce que ce texte, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ce texte veut nous dire qu'on est plombé par la société, on n'existe pas, la conclusion étant qu'on est en train de couler? Ou est-ce que ce texte veut dire que malgré tout ce qui nous coule, on est capable de relever le texte par quelques moments lexicaux miraculeux comme bagatelle ou regimbé, qui sont eux de langage plus soutenu, qu'on est capable d'insérer de la culture si on veut et pas n'importe laquelle, qui est consciente d'elle-même, la bruyère, consciente du regard posé sur la norme, qu'on est capable aussi de, malgré le participe passé passif, tout ce qui plombe le texte, les préfixes, les suffixes négatifs, etc., les phrases averbales, on est capable aussi d'insérer de la philosophie, capable d'insérer du sentiment, donc de revenir aux fondamentaux de ce qui fait un être humain, donc l'individu, de faire vivre l'individu, et l'individu d'ailleurs qui s'affirme, qui bataille. Moi, je me sentais couler à la fin du texte. On s'est vraiment posé la question avec les premières 7 à la fin. Est-ce que ça veut nous dire qu'on coule, ou est-ce que ça veut dire que l'être humain ne s'est jamais senti aussi vivant que lorsqu'il était en train de résister? Donc, si on voit le verre à moitié vide, on coule. On voit le verre à moitié plein, il y a quand même des choses qu'on préserve. Donc, ce texte nous raconte-t-il l'histoire de tout ce qu'on perd par le mariage et par la soumission à la norme, ou nous raconte-t-il l'histoire, au contraire, de tout ce qu'on conserve malgré l'atrophie, par le quotidien, etc., par la norme? Et ça, est-ce que ce texte est soumission ou résistance? Est-ce que ce texte est à moitié vide, à moitié plein? Est-ce que ce texte, c'est la société qui a gagné, ou est-ce que c'est l'individu qui survit? Ça pose un énorme problème, et ça change toute la lecture qu'on a du texte. Voilà, nous en étions avec les premières 7.